Et nous retrouvons mon premier invité de cette reprise, André Angotti, témoin du temps économique, politique et sociétal à travers divers ouvrages et travaux. Commençons par vos travaux et recherches validés par le jury de la Sorbonne en 1983, André. Il concerne l'approche hologrammatique. Pouvez-vous nous expliquer ce qui se cache derrière cette appellation sibylline, peut-être pour certains de nos auditeurs? J'avais travaillé en Allemagne, donc j'ai toujours cherché à essayer de comprendre pourquoi on avait une telle différence de fonctionnement des organisations entre la France et l'Allemagne. Donc ça a été mon sujet de mémoire, qui était un sujet de pré-thèse à la Sorbonne. Et donc l'idée, c'était de trouver des outils d'analyse et de mesure qui permettent non pas de dire ce qui est bien en Allemagne sera bien en France si je fais comme les Allemands. Et donc j'ai commencé par utiliser l'analyse métatransactionnelle, c'est-à-dire de comprendre que on a 3 états, parents, adultes, enfants, dans les comportements, enfin je ne vais pas détailler. Par contre, il me manquait quelque chose, c'était pour pouvoir au fond donner plus de corps à cette approche, c'était de trouver un outil physique qui puisse me servir de base de réflexion. Et c'est là, en 81-82, que je suis tombé sur la notion d'hologramme. Et ce qui m'a interpellé dans cette notion d'hologramme, c'est de dire qu'un hologramme, quand il est découpé, contrairement à une photo, quand vous coupez une photo, vous avez une partie haute, une partie basse, et la partie basse n'implique pas la partie haute. L'avantage de l'hologramme, c'est que quand vous découpez un hologramme, la partie basse et la partie haute reprennent les éléments de l'ensemble, compte tenu du fait qu'il y a une partie qui sera claire et l'autre qui sera floue. Donc dans mon idée, si vous voulez, ça a été de dire, au fond, pour comprendre ce qui se passe en France, je dois avoir une approche métatransactionnelle en Allemagne sur des sujets identiques qui me permettent de reconstituer un hologramme qui soit clair et pas de me dire uniquement dans la partie qui a été découpée, j'ai des informations de la totalité. Ça, je dirais, c'est une vision intellectuelle du système. Or, c'est un scoop que vous allez nous révéler ce soir, une personnalité très célèbre vous a carrément plagié. Laquelle? C'est-à-dire qu'un jour, je lisais, je n'ai plus en tête exactement quel livre d'Edgar Morin, et je vois l'approche hologrammatique. Bon, le problème, c'est que le livre était sorti en 86 et que moi, j'étais déjà depuis 83, j'avais terminé mes travaux, je commençais à utiliser ce système. Donc, j'ai eu l'occasion de téléphoner à Edgar Morin et de lui dire, bon, écoutez, je suis désolé, là, vous passez pour quelqu'un qui a trouvé une idée géniale, mais enfin, l'idée, elle date de 1983 à la Sorbonne et elle a été validée par la faculté, comme on dit. Bon, la première, déjà, c'est d'affirmer qu'il est à l'origine de l'approche hologrammatique. Alors, je ne sais pas s'il y a eu d'autres, mais toujours est-il, c'est que je suis sûr qu'il ne l'est pas. Ça, c'est déjà une certitude, puisque moi, j'ai la preuve d'avoir travaillé sur ce sujet. En réalité, la deuxième erreur, si vous voulez, je ne suis pas certain qu'il ait réellement compris la finalité de l'approche hologrammatique. Donc, il n'a pas vu ça sous un angle purement scientifique, je dirais, il a vu ça, parce que lui, il a une formation juridique, il n'est pas du tout scientifique. Donc, il n'a pas vu ça sous l'angle scientifique, dans le terme de l'approche telle que je l'ai eue, au niveau de la reconstruction d'un hologramme à partir d'informations complémentaires qui vont me permettre de voir des choses plus claires à partir d'éléments plus fous. Donc ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas attaché à la définition du problème, il est plus attaché à la recherche de la solution, ce qui sont des choses sur lesquelles, en général, à la Sorbonne, on se faisait facilement reprendre en disant quel est le problème finding, quel est le problème et quelle est la solution. Par ailleurs, vous me parliez un instant de l'Allemagne. Vous avez fait une étude entre la France et l'Allemagne sur un sujet identique, le fonctionnement d'une entreprise dans chaque pays. Et là, on voit que la langue change beaucoup de choses dans la formulation d'un ordre avec un verbe rejeté à la fin. C'est-à-dire que j'avais été manœuvre, donc j'étais au plus bas du plus bas de l'échelle, et je ne comprenais pas pourquoi chaque fois qu'un ordre était donné, qu'il soit au niveau du grec, du turc, du polonais, de l'italien, du français, l'ordre était exécuté immédiatement. Et ce que j'ai compris, c'est qu'en définitive, rejetant le verbe à la fin, chaque personne qui doit écouter un ordre est obligée d'écouter la phrase entièrement, parce qu'il ne sait pas quand le verbe va tomber. Alors qu'en France, le sujet est le verbe, sujet-verbe, donc on écoute au début et on induit derrière tout ça un certain nombre
d'informations qui sont quelquefois erronées. Ce qui fait qu'en France, le problème que j'ai essayé de résoudre, c'était de dire, bon, de toute façon, on ne rejettera pas le verbe à la fin en français. Donc, il faut passer une information par différents canaux pour être sûr qu'elle soit bien comprise et qu'elle soit bien transmise et qu'elle soit bien exécutée. Pendant Gotti, nous progressons dans votre parcours d'auteur et de fin analyste avec votre ouvrage en 2016, L'ombre qui éclaire, sous-titré le parti politique, la forme démocratique de la dictature. Vous écrivez que dès 1968, vous avez compris sur le terrain ce que voulait dire être de gauche et être de droite. C'est-à-dire que, bon, je fais partie de ceux qui ont fait 68, bon, je n'ai pas balancé de pavé, hein, je vais être clair quand même, mais j'ai fait partie du premier conseil d'administration qui existait en France après 68 dans tous les lycées, et donc j'ai été amené au fond, en tant que membre du conseil d'administration, d'être en relation avec les parents d'élèves, avec les professeurs, avec l'administration, avec le représentant de la mairie, puisqu'en plus on devait monter un foyer socio-éducatif. Et c'est là où j'ai compris la différence entre la gauche et la droite, c'est-à-dire que, bon, pour faire court, on va dire que les profs étaient de gauche, que les parents d'élèves étaient de droite, l'administration était relativement neutre, et la mairie représentait la mairie. Et ce que j'avais remarqué, c'est que chaque fois qu'on discutait avec des gens de droite, c'était toujours très, très virulent, la discussion avant le conseil d'administration, et quand on tombait d'accord, c'était automatiquement les accords qui étaient passés. Avec les profs de gauche, en général, ce qui se passait, c'est qu'on finissait toujours par tomber d'accord avant les réunions. Et au moment du conseil d'administration, ils changeaient complètement. Alors, ils nous expliquaient que parce qu'ils n'avaient pas eu toutes les informations, parce qu'il y avait eu tel problème, et ce qui fait qu'à chaque fois, on perdait un temps fou parce qu'on disait, mais ce n'était pas du tout ce qu'on avait décidé. Donc, alors, j'avais, comment dire, de manière assez succincte, réduit le fait que la gauche, c'est beaucoup de promesses et peu d'actes. Voilà. Donc, ça a un peu influé sur mon parcours politique qui a suivi. Et justement, il est intéressant de noter que vous avez vécu de l'intérieur à tous les niveaux la création, le fonctionnement d'un parti politique de droite, l'UMP, avec notamment un travail à l'Élysée avec Jérôme Monod, qui vous proposa même de devenir député. Votre constat est terrible. En fait, quel que soit le bord politique, on retrouve le même mode opératoire, partout les mêmes défauts, les sales habitudes des univers autarciques face à d'autres univers autarciques. Alors, c'est-à-dire que quand Jérôme Monod m'a proposé d'avoir une activité politique et d'être député, j'ai refusé parce que j'ai dit, écoutez, non, je ne veux pas rentrer dans un jeu. Ce que je veux, c'est travailler sur le sujet, je veux pouvoir comprendre et je veux pouvoir dire ce que je veux dire. Le problème d'un parti politique, c'est toujours monolithique. C'est-à-dire que vous avez un chef et vous avez des personnes qui font partie du parti. Bon. Soit vous êtes d'accord, soit vous êtes éjecté du parti. Alors, dernièrement, je crois qu'on en a eu le cas sur un parti d'extrême gauche qui a montré la porte à des personnalités qui ont été reconnues comme étant... Alexis Corbière. Voilà, et qui ont été reconnues comme indésirables dans le parti. Alors, je me dis qu'un parti qui parle de démocratie, qui parle de respect des votes, et qui, à la première occasion, éjecte, c'est sans autre forme de procès, ça me semble... Et puis, j'avais eu l'occasion de discuter par le détail, par le menu, avec un responsable socialiste du fonctionnement de son parti et de l'UMP. Identique. Donc, la conclusion, c'est comment, au fond, ce sont des petites dictatures, c'est comment des sommes de dictatures peuvent-elles générer de la démocratie et comment discuter avec des gens avec qui on n'est pas d'accord. Je vois, il y a quelque chose, je bloque sur le système. On ne peut pas être démocrate en dehors de son parti et dictatorial dans son parti. Oui, puis vous le soulignez, tout part de Paris et gare à la tête qui dépasse. Ah ben de toute façon, c'est ce que j'avais dit un jour lors d'une réunion, je ne pense pas qu'en 1789, il y ait eu une convention qui a donné des investitures au tiers état. Ils ont été nommés à partir du terrain. Alors, petit clin d'œil, en tout cas, pour réussir une réunion publique politique, prévoir un bon buffet, ça évite les questions dérangeantes. Tout à fait. Plus le buffet est garni, plus vous aurez de militants et moins il y aura de questions dérangeantes. On progresse dans votre œuvre, André Gotti, toujours en 2016 avec le livre Janus des politiques, les collectivités locales, lieu de satisfaction des intérêts personnels. Commençons, si vous le voulez bien, avec les élections municipales. Un petit nombre d'électeurs
donne les pleins pouvoirs à un homme, à une femme et à ses adjoints pour gérer une collectivité locale. Selon vous, il faudrait donc rendre le vote obligatoire et comptabiliser les votes blancs. Tout le monde paye ses impôts et on laisse ainsi le champ libre à un nombre limité de personnes le pouvoir d'utiliser cet argent. Ben, c'est au fond, oui, c'est-à-dire que c'est comme si vous donnez votre porte-monnaie à quelqu'un et vous lui donnez la liberté de dépenser ce qu'il y a dedans. Et quand il ne dépense pas ce que vous attendiez, ben, vous commencez à réagir. Donc, si vous faites un vote obligatoire, ce qui existe d'ailleurs en Belgique, vous avez au moins la satisfaction de vous dire, si les gens ne sont pas contents, ils peuvent dire qu'ils sont en partie responsables de la situation et qu'ils n'ont pas à aller dans la rue systématiquement. Il y a un moment où on l'a bien vu aux dernières élections, quand ils se sentent un peu concernés, ils disent, bon, maintenant, le fait de rendre le vote obligatoire, pour moi, c'est une chose basique dans le monde dans lequel on est aujourd'hui. Alors une expression que j'ai adorée en vous lisant, vous considérez que la fonction de maire doit être totalement repensée, qu'il faudrait vérifier que les candidats aient des connaissances minimales concernant le fonctionnement d'une collectivité territoriale. Et lorsque les maires sont élus, écrivez-vous, ils sont atteints du syndrome de l'Esprit Saint. Quel est donc ce syndrome? Ben, le syndrome de l'Esprit Saint, si vous voulez, c'est la veille de l'élection, vous avez affaire à une personne qui est, comment dire, totalement normale, quoi. Enfin, je veux dire, qui peut avoir un métier X ou Y. Et puis, à partir du moment où il est élu, il se met à penser qu'il a tout compris, qu'il peut tout décider, qu'il peut tout. J'en ai vu comme ça, enfin, comme j'ai été conseiller dans beaucoup de mairies, il y a eu un cas de figure, je me souviens d'un cas, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'est pas possible que le maire se taise, quoi? C'est-à-dire que, au simple prétexte qu'il était maire, tout le monde l'écoute parce qu'il représente une autorité, et lui peut parler pendant des heures, dire des choses qui sont totalement en dehors des clous. Et le problème est quand ils sont élus maires, j'ai tendance à penser que beaucoup n'ont pas la connaissance suffisante de ce qu'est réellement une mairie. Certains croient qu'en étant chef d'entreprise, ils peuvent devenir maire. Or, ce sont deux univers totalement différents. Ce sont deux univers totalement différents, compte tenu du fait que dans une mairie, ben, si quelqu'un ne fonctionne pas normalement, vous êtes obligé de le garder. C'est pas vraiment la science infuse. Voilà, c'est ça, ils ont tout d'un coup la science infuse. C'est un peu l'Esprit Saint qui était tombé sur les apôtres. Voilà, on connaît l'histoire. Vous évoquiez en outre le revenu des élus, trop élevé ou pas assez entre petites et grandes villes. Il y a une différence de rémunération importante, donc selon la grosseur des villes. Et dès lors, certains se servent de ce poste pour satisfaire leurs intérêts personnels ou pour eux, servir la France n'est plus un honneur, mais une sorte de rente. Oui, au fond, c'est ça. C'est-à-dire que quand on arrive à calculer un peu ce que peut représenter comme gain mensuel pour un élu, un nouvellement élu, on a des gains qui sont multipliés par 2, par 3 par rapport à ce qu'il pourrait avoir en exerçant une profession, avec en plus en prime le pouvoir, enfin, l'excitation du pouvoir. Donc c'est évident que l'attrait de la fonction, c'est de garder ce poste. Quant au fonctionnement des collectivités territoriales, il y a beaucoup de choses à dire. Ainsi, le périscolaire, une des responsabilités les plus difficiles à gérer, et pour vous, on y va trop au feeling, à vue, ça passe ou ça casse, quoi. Périscolaire, oui, c'est-à-dire que c'est vraiment, je pourrais faire quasiment un livre sur le fonctionnement du périscolaire dans les mairies. Ben, le vrai problème, c'est qu'il y a de toute façon aujourd'hui dans le périscolaire l'antagonisme avec les parents qui veulent tout régenter, avec des enfants qui sont de plus en plus impolis et indisciplinés, avec un personnel qui doit subir cette situation et qui ne peut pas se plaindre parce que de toute façon, l'objectif du maire, c'est de surtout pas faire de vagues, parce que pour les prochaines élections, ben, les parents sont aussi des électeurs, donc on a un peu toutes ces choses-là. Donc c'est au fond, l'erreur, c'est d'avoir nommé l'éducation nationale. L'éducation nationale, il y a eu une période où ça s'appelait instruction publique. C'est-à-dire que l'éducation, c'est le rôle de la famille. Ce n'est pas le rôle de l'éducation nationale. L'éducation nationale est là pour instruire, pas pour éduquer. Il y a aussi les services techniques, souvent délicats à gérer, car c'est un milieu quasi exclusivement masculin. Ah ben oui, de toute façon, les services techniques, on est entre hommes, hein, donc on la règle entre nous. Hein, tu ne vas pas commencer à raconter tes problèmes, donc on gère ça entre hommes, et voilà. Et donc quand vous avez des adjoints qui sont dans l'incapacité de gérer le système, de gérer le système par méconnaissance du sujet, ben, on se retrouve dans une situation où, en définitive, le système devient difficilement gérable.
Sans compter que dans certains cas, la notion d'horaire est très élastique, hein. J'ai eu le cas d'une personne qui m'a demandé si elle pouvait avoir une prime parce qu'elle arrivait à l'heure et qu'elle partait à l'heure, quoi. C'est surréaliste. Enfin, autre sujet à caution, les investissements. D'une part, les conseillers municipaux s'en tiennent trop souvent à ce qu'une commission a décidé, préconisé. D'autre part, il y a des investissements peut-être de prestige, mais au fond gadgets parfaitement inutiles et qui coûtent un pognon de dingue, pour reprendre une expression macronienne. Oui, ben d'ailleurs, ça a été mis ce matin, là, la Cour des comptes a mis en avant ce sujet. Je dirais que moi, c'est ce que j'appelle le syndrome de la tondeuse à gazon. C'est-à-dire, quand il faut discuter d'un investissement de 500 euros, tout le monde a un avis. Quand il s'agit de discuter d'un investissement de 500 000 euros, alors là, ça dépasse complètement, quoi. La valeur des chiffres dépasse complètement. Et donc, on est dans une situation où ce sont des décisions quasiment arbitraires et des fois des décisions de prestige qui permettent à certains de faire valoir qu'ils ont fait telle et telle chose. Moi, je vois par exemple pour la mairie de Montanisé, quand j'ai repris le dossier, j'ai réussi quand même à faire économiser 180 000 euros à la mairie, uniquement sur le réagencement de la cantine. Et il n'y a pas une mairie où je sois intervenu où il n'y a pas eu des baisses de dépenses par rapport au budget initial. Autre ouvrage signé par vous, André Angotier, en 2023, Économie et économistes, le divorce, sous-titré Ne pas laisser l'économie dans les seules mains des économistes, ça veut dire ce que ça veut dire. Et vous y revenez sur des aberrations économiques, pas seulement en France d'ailleurs. Vous citez les États-Unis, le cas d'une crise générée aux USA par des politiques après avoir obligé les banques à prêter aux ménages pour qu'ils deviennent propriétaires. C'est-à-dire que l'État américain, enfin le Sénat, a demandé à ce qu'on prête de l'argent, partant du principe que si les gens devenaient propriétaires, l'hypothèque de leur maison garantissait le... Bon, le problème, c'est que quand il y a eu, quand les particuliers n'ont pas pu rembourser ce qu'ils avaient à rembourser, ben, de toute façon, le système s'est effondré. Parce que le marché s'est écroulé. Donc les hypothèques de quelque chose qui ne vaut rien, vous voyez ce que je veux dire. Donc ça a généré un effet domino sur cette notion. Et c'est là où on se rend compte que les politiques peuvent avoir des effets négatifs sur le fonctionnement de l'économie. Il y a aussi la théorie de la main invisible, guère concluante, remplacée par le keynésianisme, pas plus efficace. De quoi s'agit-il? La main invisible, c'est Adam Smith, hein, qui a été un économiste du XVIIIe siècle, qui est parti du principe que, au fond, le marché s'équilibrait en fonction de l'offre et de la demande. Les prix s'équilibraient. Bon, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Et donc, il y a eu Keynes, qui est arrivé au moment de la crise qu'on a connue dans les années 30, et qui a proposé donc la reprise en main par l'État. Bon. Sa théorie a été valable à l'époque, mais aujourd'hui, elle est totalement infondée. C'est-à-dire que des économistes qui se prévalent du keynésianisme, c'est au fond mettre une roue en bois, une Ferrari, quoi. C'est-à-dire que le monde aujourd'hui est tellement sous l'emprise des grands lobbying, type la table ronde à Bruxelles et ainsi de suite, que de toute façon, les États sont contraints et que la main invisible ne fonctionne pas et le keynésianisme ne fonctionne pas non plus. Vous fustigez également dans ce livre le calcul du PIB. C'est-à-dire que le calcul du PIB, plus il y a d'embouteillage, plus vous consommez d'essence, plus le PIB augmente. Plus vous consommez de paracétamol, plus le PIB augmente. C'est-à-dire que plus les gens sont individuellement malheureux, plus l'ensemble est heureux. Voilà. C'est-à-dire qu'on arrive à cette situation d'un calcul du PIB qui est complètement aberrante. Par ailleurs, la notion de PME est pour vous totalement obsolète. Pourquoi? C'est-à-dire que parler de PME aujourd'hui, c'est comme si vous avez le même langage vis-à-vis d'une personne qui est plombier, par exemple, qui a une entreprise de 30 personnes, et quelqu'un qui est ingénieur, qui a une entreprise de 30 personnes. Les deux sont des PME. Bon, on se rend compte que le langage n'est pas du tout le même. Ce qui veut dire qu'au niveau de la PME, la seule chose qui les regroupe, c'est actuellement, ils sont tous obnubilés par la réalisation du chiffre d'affaires. Mais dès que vous commencez à parler de calcul de diminution des coûts, ben, vous les heurtez parce que non, mais on n'a pas le temps, ou parce que ceci, mais on a trop de choses à faire pour le chiffre d'affaires, ainsi de suite. Vient se greffer derrière, c'est qu'il y a une nouvelle notion, c'est que, ah oui, mais les gens ne sont pas motivés, enfin bref, donc on marche sur la tête. Ce qui veut dire que la notion de PME doit être totalement repensée. Elle est pour moi totalement obsolète. Elle date du 19e et 20e siècle. Les entreprises ont aussi un sale manie, un sale défaut pour vous,
elles jubilent quand on leur propose d'augmenter leur chiffre d'affaires, trouvent ça moins glamour, en revanche, quand on leur propose de faire des économies. Ben, ça, je l'ai vu quand, par exemple, on aura l'occasion d'en reparler au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que quand on demande à des entreprises de réfléchir, de demander aux employés de passer du temps à essayer d'imaginer un certain nombre de choses, elles considèrent que c'est du temps perdu. Donc c'est du temps qui impacte sur la réalisation d'actions qui permettent d'augmenter le chiffre d'affaires. Et on sait très bien que quelquefois, vous pouvez augmenter votre chiffre d'affaires, mais vous augmentez vos pertes simultanément. C'est quelque chose de mathématique. C'est-à-dire si vous achetez une machine qui peut faire 100 000 bouteilles et que vous n'en produisez que 50 000, parce qu'avant vous en aviez une qui faisait 20 000 bouteilles, qu'il fallait passer à un niveau plus élevé, le temps entre les 20 000 et les 100 000, il y a un moment où vous allez avoir des situations de perte. Mais votre chiffre d'affaires va augmenter. Donc c'est ce que les chefs d'entreprise ne maîtrisent pas du tout. Pour résumer, c'est là tout le problème. Les économistes n'ont pas l'obligation des résultats, restent théoriques, n'apportent pas de solutions concrètes. C'est-à-dire qu'on est dans un monde cartésien. Les économistes sont à la fois cartésiens et macroéconomistes. C'est-à-dire qu'ils ont la double peine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est 0 ou 1, et en plus, une fois qu'on a défini une cause, ça y est, on sait forcément que l'effet va être celui-là, ce qui est totalement aberrant. Est-ce que, malgré tout, dans le monde, il y a des pays sur le plan économique avec qui vous seriez moins sévère, plus positif? Il y a eu des pays qui ont été assez mal. Je prendrai le cas de la Norvège et du Canada, qui sont deux pays qui sont intéressants à analyser. Donc, l'intérêt pour moi, si vous voulez, c'est secteur par secteur, de voir les pays où leur secteur à eux fonctionne et pourquoi ça fonctionne, et qu'est-ce qu'il faudrait faire dans cette approche hologrammatique, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'en France, en transposant, comme je disais à propos des autres, en transposant leur activité, on puisse nous en retirer un avantage et en retirer une amélioration dans le fonctionnement. Alors, je ne peux m'empêcher de poser la question, mais parce qu'il nous reste un petit peu de temps, qui là n'est pas évidemment mais dans le livre, c'est, j'en parlais mais en souriant dans ma chronique, quel regard vous posez sur la situation actuelle de politique, ce gouvernement démissionnaire qui s'éternise, cette recherche de Premier ministre, enfin, qui ressemble un peu à un mauvais gars. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut savoir par quel bout on regarde le problème. Bon, moi, je regarde le problème par rapport à une approche économique et bien sûr politique. Ce qu'on peut dire au niveau politique, c'est que tant qu'on ne peut pas dire qu'une personne enfreint la Constitution en prenant des décisions qu'il a le droit de prendre, c'est tout, point barre. On ne va pas discuter 107 ans, il a le droit ou il n'a pas le droit. S'il a le droit, il fait ce qu'il a décidé de faire. On a des pays où trouver un Premier ministre a pris de nombreux mois, je ne sais même pas si ça n'a pas pris un an. Donc aujourd'hui, la question pour nous, c'est qu'est-ce qui peut faire que, indépendamment justement de ce fameux Premier ministre, de cette recherche, qu'est-ce qui peut faire qu'on peut diminuer notre dette? Je crois que c'est surtout ça le vrai problème. Ce qui intéresse les gens, d'ailleurs. Ce qui intéresse les gens. C'est-à-dire que, alors tout le monde parle de la hausse des salaires, de ceci, de cela. Mais la hausse des salaires en tant que telle, ce n'est pas un argument politique. La hausse des salaires, il est normal d'en parler, mais il faut savoir quels sont les effets. C'est-à-dire que si vous faites une hausse des salaires pure et dure, il est évident que les plus bas salaires vont se retrouver dans une situation où ils vont acheter ce qu'il y a de moins cher. Et ce qu'il y a de moins cher, ça vient forcément de la Chine, du Pakistan, de l'Inde et de tous ces pays, produits dans des conditions infernales. Donc l'idée aujourd'hui, c'est soit on a une hausse des taxes à l'importation, soit on relocalise avec ce que je vous disais tout à l'heure, une recherche de diminution des coûts. Ce qui veut dire que, pour en revenir à votre question, ce que je pense du délai, moi je dis c'est le fonctionnement normal d'un système démocratique qui respecte la Constitution. C'est ni plus ni moins que ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il y a toujours des gens qui sont là, qui sont à la tête du pays. Voilà, on a un Premier ministre, on a des ministres, alors, démissionnaires, mais je veux dire, autant réfléchir avant plutôt que de choisir quelqu'un en disant on n'aurait pas dû le prendre. On n'est pas, ça n'empêche pas l'économie de tourner. La preuve, c'est que ça n'a pas empêché les Jeux Olympiques d'être réussis. Les Paralympiques, ça sera aussi une réussite. Voilà, c'est ma position par rapport à ce qui se passe aujourd'hui.
L'horloge a rendu son verdict impitoyable. En effet, pour s'entendre, va tirer sa révérence pour ce soir. André Angotti, on vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième partie de notre entretien. Là, l'émission sera consacrée à l'intelligence artificielle. Il y aura beaucoup de choses à dire. Question traditionnelle à chaque invité. Est-ce que vous voudriez ajouter quelque chose que mes questions n'auraient pas évoqué? C'est-à-dire que j'aurais tendance à surtout enfoncer le clou sur le sujet, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est totalement engoncé dans le cartésianisme, et on verra justement la semaine prochaine les effets que ça a au niveau de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire que le monde est un monde qui est 0 ou 1. On est d'accord ou on n'est pas d'accord. Ce qu'on appelle en politique les trotskistes, c'est ou tu es d'accord avec moi ou je te descends. Grosso modo, c'est ça. Merci André Angotti de votre visite. Merci de votre accueil. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. À la semaine prochaine.